Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle séance de lecture des textes des historiens africains et africanistes. Depuis la préhistoire, l'Afrique a été autosuffisante sur le plan alimentaire. Seulement de nos jours, la famine menace le continent. Histoire de l'agriculture africaine, c'est un texte des ethnobotanistes Roland Porteres et Jacques Barrot. La redécouverte du rôle de l'Afrique dans les origines de l'agriculture. Pendant longtemps, les chercheurs ont cru que l'agriculture et l'élevage étaient nés dans une seule région du monde, le Proche-Orient, appelé aussi le « croissant fertile », situé entre l'Égypte, la Mésopotamie et l'Iran actuel. On pensait que cette région était le berceau de la civilisation, car c'est là qu'étaient cultivés le blé et l'orge, et que les premiers animaux domestiques comme la chèvre ou le mouton avaient été élevés. Mais cette vision était ethnocentrique, c'est-à-dire qu'elle plaçait la culture occidentale au centre du monde, en négligeant les autres civilisations. Une vision longtemps influencée par l'ethnocentrisme. Au début, les savants occidentaux pensaient que le Proche-Orient était le seul foyer d'origine de l'agriculture, et que c'était le point de départ de la civilisation dite blanche. Cette idée traduisait une certaine supériorité culturelle, on considérait que le développement agricole venait uniquement de l'Occident ou de ses ancêtres proches. Ainsi, on ignorait ou minimisait les apports des autres continents, notamment ceux de l'Afrique, de l'Amérique et de l'Asie du Sud-Est. Les découvertes archéologiques ont changé cette vision. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les recherches archéologiques ont beaucoup progressé. Elles ont confirmé que le Proche-Orient avait bien joué un rôle important dans la naissance de l'agriculture, mais elles ont aussi montré que d'autres régions du monde avaient connu des inventions agricoles indépendantes. Par exemple, en Amérique, les peuples ont domestiqué le maïs, la pomme de terre ou le manioc. En Asie du Sud-Est, on a cultivé très tôt le riz. Et en Afrique, on a développé la culture du sorgho, du mil, du niébé ou de l'igname. Ces découvertes prouvent que l'agriculture est née dans plusieurs régions du monde, et non pas dans un seul lieu. La reconnaissance tardive du rôle de l'Afrique. Déjà au début du XXe siècle, des chercheurs comme le scientifique russe Vavilov avaient identifié plusieurs centres d'origine des plantes cultivées, dont l'Afrique. Cependant, cette contribution a longtemps été ignorée à cause des préjugés coloniaux et d'une méconnaissance de la préhistoire africaine. Aujourd'hui, grâce à de nouvelles études et publications, l'importance du continent africain dans l'histoire de l'agriculture est mieux reconnue. Les chercheurs s'intéressent davantage aux techniques agricoles anciennes africaines, qui ont contribué au développement des sociétés humaines. Les milieux naturels et les origines de l'agriculture en Afrique. L'environnement et la culture, une interaction essentielle. Les origines de l'agriculture dépendent à la fois des conditions naturelles, climat, sol, relief, végétation, ressources en eau, et des facteurs humains et culturels, migration, échange de savoir et de techniques. Les déplacements des populations ont permis la diffusion de connaissances agricoles d'une région à une autre. Ainsi, tout comme l'Europe a bénéficié des innovations venues du Proche-Orient, l'Afrique a connu elle aussi des échanges internes importants entre ces différentes régions. Ces échanges ont favorisé la transmission d'outils, de semences et de nouvelles pratiques agricoles. Du mode de vie de chasseur-cueilleur à celui d'agriculteur. Pendant la préhistoire, les hommes vivaient surtout de chasse, de pêche et de cueillette. Peu à peu, ils ont appris à cultiver des plantes et à élever des animaux, ce qui a marqué un tournant majeur dans leur histoire. Ce passage a permis à l'homme de produire sa propre nourriture, et de se sédentariser, c'est-à-dire de s'installer durablement dans un lieu. En modifiant les milieux naturels, par le défrichage ou l'irrigation, les sociétés ont peu à peu transformé leur environnement pour optimiser la production agricole. Cependant,
elle restait encore dépendante des conditions écologiques comme la pluie ou la fertilité du sol. Les grands milieux écologiques africains. L'Afrique présente une grande variété de paysages organisés en bandes écologiques du nord au sud. Les zones méditerranéennes au nord et au sud, le désert du Sahara, les savanes centrales, les forêts équatoriales, et les déserts du Kalahari et de Namibie au sud. Ces milieux ont eu des rôles différents. Certains ont été des barrières naturelles, comme le Sahara ou la forêt équatoriale dense. D'autres ont été des couloirs de diffusion, favorisant les contacts humains et les échanges culturels. Les hautes terres de l'Afrique de l'Est et le plateau éthiopien ont notamment joué un rôle central dans le développement agricole. Le rôle des changements climatiques et des zones de transition. Le climat a beaucoup influencé les débuts de l'agriculture. Entre 5500 et 2500 avant Jésus-Christ, une période plus humide appelée le Macalien a favorisé le développement de la pêche et de la sédentarisation autour des lacs et des rivières, puis la naissance de l'agriculture dans certaines zones. Les zones de transition, comme l'interface forêt-savane, étaient particulièrement favorables à ces débuts agricoles. C'est dans ces régions que sont apparues les premières domestications de plantes et les premières civilisations agricoles africaines, comme celle des Bantous. L'agriculture africaine est le résultat d'une longue adaptation entre l'homme et son environnement. Les conditions naturelles, les changements climatiques et les migrations humaines ont ensemble façonné son développement. L'origine africaine de certaines plantes cultivées. Les découvertes de Nikolaï Vavilov. Avant Vavilov, le botaniste Alphonse de Candolle ne reconnaissait que 3 foyers de domestication. La Chine, l'Asie du Sud-Ouest et l'Amérique. Mais Vavilov, grâce à l'étude de la variabilité génétique des plantes, c'est-à-dire la diversité naturelle entre les espèces et variétés, a identifié 8 grands centres d'origine dans le monde. Selon lui, c'est dans ces régions que l'on trouve la plus grande diversité de plantes cultivées, et les formes les plus anciennes et les plus proches des espèces sauvages. Parmi ces centres, 2 concernent directement l'Afrique. 1. Le centre abyssin, ou éthiopien, c'est le seul centre entièrement africain identifié par Vavilov. Il comprend l'Éthiopie et ses environs, où sont nées des plantes comme le caféier, le teff, une céréale locale, ou certaines variétés de blé et d'orge. 2. Le centre méditerranéen, il englobe l'Afrique du Nord et l'Égypte, en lien avec le Proche-Orient, et concerne des plantes comme l'olivier ou certaines légumineuses. Vavilov distinguait aussi 2 types de foyers. Le foyer primaire, où la diversité des plantes est très grande, et le foyer secondaire, où ces plantes se sont ensuite répandues et diversifiées davantage. Les compléments africains apportés aux travaux de Vavilov. Après Vavilov, de nouvelles recherches ont montré que d'autres régions d'Afrique avaient aussi été des foyers agricoles importants. 2 nouveaux centres ont alors été ajoutés. Le foyer ouest africain. C'est une zone très riche en plantes cultivées locales. On y trouve des céréales comme les sorgho, les milles, dont le fonio et l'iburu, et même une variété locale de riz africain, des plantes à tubercules comme les ignames, et des plantes oléagineuses, riches en huile, comme le karité et le palmier à huile. Ce foyer se divise en 2 zones. Une zone tropicale, et une zone subéquatoriale, chacune possédant ses plantes spécifiques. Le foyer est africain. Situé dans la région des hautes terres de l'Afrique de l'Est, ce centre est caractérisé par des sorgho, des milles péninsulaires, et des sésames. Il est souvent considéré comme une extension du centre abyssin identifié par Vavilov. Importance de ces découvertes. Ces recherches ont permis de reconnaître la contribution majeure de l'Afrique à l'histoire agricole mondiale. Elles montrent que
les Africains ont domestiqué leurs propres plantes, et qu'ils ont développé des techniques agricoles adaptées à leur milieu naturel. Ainsi, contrairement à ce que pensaient les chercheurs du XIXe siècle, l'Afrique n'a pas seulement reçu l'agriculture, elle a aussi créé et perfectionné ses propres foyers de domestication. Les centres africains d'origine des plantes cultivées. Le centre méditerranéen, partie africaine. Ce centre correspond à la région nord de l'Afrique, notamment le Maghreb et l'Égypte. Il partage de nombreuses similarités avec le Proche-Orient, car ces zones ont souvent échangé des plantes et des techniques agricoles. Les principales plantes de ce centre sont des céréales comme le blé et l'orge, des légumineuses, pois, lentilles, fèves, et certaines plantes spécifiques à l'Afrique, comme l'arganier, qui donne l'huile d'argan. L'Égypte ancienne, située dans ce centre, a joué un rôle très important. Son agriculture dépendait des crues du Nil, et elle a influencé le développement agricole du Sahara, notamment pendant les périodes où le climat y était plus humide. Le centre abyssin. Le centre abyssin, qui correspond principalement à l'Éthiopie et à ses environs, est l'un des foyers agricoles les plus anciens du continent. C'est une région très montagneuse et fertile, où de nombreuses plantes ont été domestiquées. On y trouve des plantes proches du Proche-Orient, blé et orge, mais aussi des plantes africaines comme le sorgho, et même des plantes d'origine asiatique, venues par les échanges anciens. Le centre abyssin est surtout connu pour être le berceau de plantes uniques au monde, telles que le caféier d'Arabie, le bananier abyssin, et le teff, une petite céréale encore très cultivée en Éthiopie aujourd'hui. Le centre est africain. Ce centre regroupe les hautes terres et plateaux de l'Afrique de l'Est, notamment en Tanzanie, Kenya et Ouganda. C'est une zone très importante pour les céréales locales. Les principales plantes qui y sont nées sont les sorghos, les milles pénicellaires et les sésames, plantes produisant des graines oléagineuses riches en huile. Ce foyer pourrait être une extension du centre abyssin, car on y retrouve plusieurs plantes communes à l'Éthiopie. Le centre-ouest africain. C'est le plus vaste et le plus riche des foyers africains en diversité végétale. Il correspond à une large région allant du Sahel, Sénégal, Mali, Niger, jusqu'aux zones tropicales humides, Nigeria, Côte d'Ivoire, Cameroun. Les principales plantes domestiquées dans ce centre sont des céréales, sorgho, mil, comme le fonio et l'iburu, riz africain, des tubercules, igname, igname jaune, igname de Guinée, des plantes oléagineuses, palmiers à huile, karité, des plantes stimulantes, noix de kola, et même des légumineuses locales comme le pois de terre, Voanzeia subterranea. Ce centre a donc été un véritable laboratoire agricole, où les populations ont développé des cultures variées adaptées à différents milieux. Les berceaux agricoles africains et les foyers de culture. Les grands berceaux agricoles africains. Les chercheurs ont identifié 5 grands berceaux agricoles en Afrique. Chacun correspond à une zone géographique et à des cultures particulières. Le berceau afro-méditerranéen. Il s'étend du Maroc jusqu'à l'Égypte. Cette région, au climat méditerranéen, a développé la culture du blé et de l'orge, de légumineuses, pois, lentilles, fèves, et de plantes typiquement africaines comme l'arganier. Ce berceau a beaucoup échangé avec le Proche-Orient et a influencé le Sahara, surtout à des périodes où le climat y était plus humide. Le berceau afro-occidental. Situé en Afrique de l'Ouest, il est divisé en 2 zones. La zone tropicale, savane du Sahel, et la zone subéquatoriale, zone humide du golfe de Guinée. C'est une région très riche en plantes locales. Le sorgho, le mil, le riz africain, les ignames, le palmier à huile et la noix de kola.
Le berceau nilo-abyssin. Il se trouve à l'est du continent, entre la vallée du Nil et les hautes terres d'Éthiopie. On y trouve deux secteurs. Le secteur nilotique, autour du Nil, et le secteur abyssin, en Éthiopie. C'est là qu'ont été domestiquées des plantes comme le teff et le caféier, mais aussi le blé et l'orge venus du Proche-Orient. Le berceau afro-central. Il correspond à la zone forestière du bassin du Congo. Cette région est importante pour la culture de plantes à tubercules comme l'igname et le taro, mais aussi pour les fruits tropicaux. Le berceau afro-oriental. Il s'étend sur les plateaux et savanes de l'Afrique de l'Est, jusqu'à l'Angola. Ce berceau est connu pour la culture de sorgho, de mil et de sésame. Il a aussi été influencé par les migrations des Bantous, qui ont diffusé ces cultures vers le sud. Le foyer horticole et le foyer agricole. En Afrique, on distingue deux types principaux de foyers de culture selon le milieu naturel et les techniques utilisées. Le foyer horticole. Il se situe au centre du continent, dans la forêt tropicale humide. Il est basé sur la culture de plantes à tubercules, comme l'igname, le manioc, le taro, qui se multiplient par bouturage, c'est-à-dire à partir de morceaux de plantes. Les habitants y pratiquent surtout le jardinage, dans de petits espaces autour des habitations. C'est pourquoi on parle de jardin-verger ou d'ortu, le mot latin pour jardin. Cependant, le potentiel de domestication y était plus limité que dans les forêts tropicales d'Asie ou d'Amérique. Le foyer agricole. Il se situe dans les savanes qui entourent la forêt. On y cultive surtout des céréales, sorgho, mil, riz africain. Les pratiques agricoles sont plus organisées, on parle de champs ou âgés en latin. Ce foyer s'étend de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique de l'Est et a été influencé par la Mésopotamie grâce au contact avec l'Égypte et l'Éthiopie. Les outils agricoles et les influences extérieures. Les outils traditionnels africains étaient simples mais efficaces. La houe, utilisée pour retourner la terre. Et le pieu à fouir, pour creuser le sol. Plus tard, certaines régions africaines ont adopté l'arère, ancêtre de la charrue, un outil de traction animale typique des civilisations céréalières. Cet outil s'est diffusé en Afrique grâce à l'influence de l'Égypte et de l'Éthiopie, où il était déjà utilisé. Les grandes plantes cultivées, le sorgho et le riz africain. Le sorgho et le riz africain sont deux plantes emblématiques du foyer agricole des savanes. Le sorgho est une céréale résistante à la sécheresse, très importante pour l'alimentation dans les zones chaudes et sèches. Le riz africain, différent du riz asiatique, est cultivé dans les zones plus humides, notamment en Afrique de l'Ouest. Ces deux plantes ont joué un rôle central dans l'histoire agricole et alimentaire du continent africain. Le foyer agricole africain et ses principales céréales, le sorgho et le riz africain. Les caractéristiques du foyer agricole africain. Le foyer agricole africain se trouve dans les zones de savane et de steppe, c'est-à-dire des régions ouvertes, moins humides que la forêt tropicale. Il se distingue du foyer horticole, centré sur la forêt, par plusieurs aspects essentiels. La reproduction sexuée des plantes. Dans ce type d'agriculture, les plantes sont cultivées à partir de graines. Cela veut dire qu'on sème les graines pour obtenir de nouvelles plantes, contrairement au foyer horticole où l'on pratique souvent le bouturage, reproduction à partir de morceaux de plantes, comme les tubercules. La prédominance des céréales. Les céréales, comme le sorgho, le mil ou le riz africain, sont la base de l'alimentation. Elles servent à faire des bouillies, des galettes, ou d'autres plats traditionnels. Elles remplacent les plantes à tubercules qui sont dominantes dans les régions forestières. Le traitement massal des cultures. L'agriculture se fait sur de grandes surfaces, contrairement à l'horticulture,
qui concerne de petits jardins. C'est une production de masse, adaptée aux vastes espaces ouverts. Ce mode de culture a souvent entraîné une transformation du paysage, les zones boisées ont été remplacées par des savanes agricoles, un processus appelé savanisation. Le sorgho, symbole du foyer agricole africain. Le sorgho, aussi appelé gros mil, est la céréale la plus représentative du foyer agricole africain. C'est une plante très résistante à la sécheresse, ce qui la rend idéale pour les climats chauds des savanes africaines. Une origine purement africaine. Pendant longtemps, l'origine du sorgho a été discutée, mais il est maintenant prouvé que les sorghos céréaliers sont nés en Afrique. Il existe plusieurs zones de domestication indépendantes. En Afrique de l'Ouest, les sorghos viennent de l'espèce sauvage Sorghum arundinaceum. En Afrique de l'Est, ils dérivent de Sorghum verticilliflorum, à l'origine des variétés appelées sorgho kaffir et de certains sorgho nilo tchadiens. Dans la Corne de l'Afrique, ils sont liés à Sorghum ethiopicum, dont une forme importante est le Sorghum dura, une espèce qui s'est diffusée jusqu'en Asie. Ces différentes variétés ont parfois fusionné entre elles, créant des espèces hybrides. Une céréale essentielle pour les sociétés africaines. Le sorgho est utilisé pour faire des bouillies et des pains plats, produire de la bière traditionnelle, nourrir les animaux domestiques. C'est une plante centrale dans l'économie et l'alimentation africaine, et elle s'est ensuite diffusée vers d'autres continents. Le riz africain, une autre grande création agricole du continent. Beaucoup de gens connaissent le riz asiatique, Oryza sativa, mais il existe aussi un riz africain, Oryza glaberrima, propre au continent. Une espèce purement africaine. Le riz africain descend d'une espèce sauvage appelée Oryza breviligulata. Il a été domestiqué en Afrique de l'Ouest, dans le berceau afro-occidental. Les centres de domestication. Les chercheurs ont identifié un foyer primaire dans le delta central du Niger, où on trouve la plus grande diversité de variétés. Et un foyer secondaire en Haute-Gambie et en Casamance, actuelle zone du Sénégal et de la Gambie. Une ancienne culture africaine. La culture du riz africain est aussi ancienne que celle du sorgho ou du mil. Cela montre que les Africains ont inventé leur propre riziculture, avant même l'arrivée du riz asiatique sur le continent. Ce fait illustre parfaitement la théorie de Vavilov, selon laquelle chaque grande région du monde a été un centre de domestication de plantes. Les échanges agricoles entre l'Afrique, le Proche-Orient et l'Asie. Les échanges agricoles entre l'Afrique et le Proche-Orient. Le Proche-Orient mésopotamien est souvent considéré comme l'un des premiers foyers agricoles du monde. Cette région a fortement influencé l'agriculture africaine, surtout dans la zone paléo-méditerranéenne, c'est-à-dire l'espace qui va de l'Égypte à l'Afrique du Nord. Les apports du Proche-Orient. Grâce aux contacts anciens entre ces deux régions, plusieurs céréales originaires du Proche-Orient ont été introduites en Afrique, notamment le blé et l'orge. Ces plantes se sont très bien adaptées au climat méditerranéen du nord de l'Afrique, ce qui a permis le développement d'une agriculture céréalière stable dans ces zones. Les apports africains. Cependant, ces échanges n'étaient pas à sens unique. L'Afrique du Nord et l'Égypte ont aussi développé leurs propres plantes cultivées, comme l'arganier ou certaines légumineuses locales, montrant que le continent n'a pas seulement reçu, mais aussi innové. Les échanges entre l'Afrique et l'Asie tropicale. Les relations entre l'Afrique et l'Asie ont été très anciennes et très importantes, notamment à travers l'océan Indien. Ces échanges allaient dans les deux sens, l'Afrique a exporté certaines plantes vers l'Asie, mais elle en a aussi importé. De l'Afrique vers l'Asie. L'Afrique a joué un rôle majeur dans la diffusion du sorgho, Sorghum bicolore, une céréale originaire du continent africain. Cette plante s'est ensuite implantée en Asie,
où elle a continué à se diversifier. Les scientifiques parlent d'un chassé-croisé génétique, car les variétés africaines et asiatiques se sont influencées mutuellement. De l'Asie vers l'Afrique. Inversement, plusieurs plantes tropicales asiatiques ont été introduites en Afrique. Le bananier. La grande igname, Dioscorea alata. Le taro, Colocasia esculenta. Et peut-être la canne à sucre. Ces plantes se sont très bien adaptées aux forêts tropicales africaines, permettant aux populations de mieux exploiter les milieux humides et d'étendre leur culture. Ces échanges ont eu lieu par la mer, grâce à des migrants venus d'Asie du Sud-Est, l'insule Inde, qui ont aussi apporté ces plantes à Madagascar et sur la côte orientale de l'Afrique. Les animaux domestiques et la faune africaine. Contrairement aux plantes, la plupart des animaux domestiques africains, bœufs, chèvres, moutons, ne sont pas originaires du continent. Des introductions venues du Nord. Ces animaux ont été introduits depuis l'Égypte, en suivant la vallée du Nil, à partir du Proche-Orient. Ainsi, les premiers troupeaux africains de bovins, ovins et caprins venaient de régions extérieures au continent. Une faune locale difficile à domestiquer. La faune africaine, antilopes, zèbres, buffles, etc., ne se prêtait pas à la domestication. Cela explique pourquoi les populations africaines ont préféré adopter des espèces déjà domestiquées ailleurs. Des exceptions possibles. Certaines domestications locales ont peut-être eu lieu dans la partie nord du continent, notamment dans le domaine paléo-méditerranéen, où les conditions étaient plus favorables. L'Afrique a toujours été ouverte aux échanges agricoles avec ses voisins. Grâce au Proche-Orient, elle a reçu les grandes céréales comme le blé et l'orge. Grâce à l'Asie tropicale, elle a enrichi sa diversité végétale avec le bananier, le taro ou l'igname. Et en retour, elle a offert au monde des plantes d'origine africaine, comme le sorgho. En guise de conclusion. À côté de la cueillette, on trouve en Afrique cette forme de la culture naissante qui consiste à aider, à favoriser un végétal sans pour autant intervenir directement dans sa reproduction. C'est le cas encore aujourd'hui de plantes alimentaires arborescentes telles les collatiers, carités ou palmiers à huile. Mais on y trouve aussi tous les stades de l'évolution horticole et agricole, bref, une grande diversité de techniques culturales traditionnelles, y compris toute une gamme d'utilisations ingénieuses des sols pour la culture des riz africains, diverses formes d'écobuage et d'essartage avec de nombreuses variations, des systèmes agro-sylvo-pastoraux, etc.